Attends. Non, tu vas pas rigoler. Il sourit là. Bah allez, on sourit, ça c'est pas un sourire. Là, cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire une petite vidéo en fait ici sur Snap et non on va dire sur YouTube. Enfin, vous allez me comprendre. En fait, je devais vous tourner une vidéo, mais j'ai eu trop de choses à faire cette semaine et mon emploi du temps initial que j'avais prévu dans ma tête, bah rien ne s'est fait comme cela devait se faire. Et donc, comme ce week-end, j'ai un imprévu d'ordre familial, et ben après je pourrais pas sinon vous tourner une vidéo story time jusqu'à la semaine prochaine. Et ça, j'ai pas envie. La seule alternative que j'ai trouvée qui soit bien, aussi bien pour vous que pour moi, eh bien, c'est que Snap, il va m'aider, eh bien, à vous fournir un contenu. Donc voilà, je vais vous raconter l'histoire ici. Aussi, pour la première fois, je tourne 2 jours. Il est 15h, je sais pas si vous allez voir, 15h41. Mais mon volet et tout, je ne peux pas le fermer parce que j'ai un souci de volet. D'ailleurs, il y a des personnes, enfin la société, voilà, qui doit venir me le réparer. Donc c'est un peu catastrophe, mais alhamdoulilah, on va y remédier. On a trouvé une solution. Je me suis mis à contresens de la fenêtre, elle est en face de moi. Voilà, comme ça vous êtes tout de même dans l'ambiance. Donc l'histoire que j'ai décidé de vous raconter, ce sera Inch'Allah une histoire, une story time sorcellerie. Voilà, je m'excuse, voilà, mais des fois il y a des choses qui vont pas dans ton sens comme toi tu les avais prévus. C'est vrai, c'est français. Comme tu avais prévu de les faire. Quoi qu'il, ben, j'ai pas envie de vous laisser comme ça. Et... Non. Donc voilà, en tous les cas, j'espère que ça va. Moi, j'ai passé une semaine, comme je vous disais, assez pas mal chargée. Mais alhamdoulilah, que chargée, on va dire, en positif. Et hier soir, c'était vraiment une très belle soirée. J'ai été invitée par la chanteuse Linda, qui était accompagnée de sa très douce et gentille maman, là. Machallah, une femme magnifique. Eh bien, allez voir en avant-première le spectacle de Ouria les yeux verts. Et elle a aussi invité ma maman, donc c'était un moment magique. En plus, c'était la première fois que je la voyais. On se rencontrait, on se parle voilà sur les réseaux, mais en vrai comme ça, oh là là, magnifique. Voilà, mais une semaine très belle, très riche. Donc, alhamdoulilah. En tous les cas, on va pas plus, blablater que ça. Je vais vous laisser, comme d'habitude, eh bien, le temps de vous préparer, de préparer votre petit snack, de vous poser ou de faire toute autre chose que vous faites lorsque vous regardez ou écoutez l'une de mes vidéos. Et quant aux autres, on se retrouve juste après. J'espère que vous êtes bien installés. Donc, cappuccino, cappuccinette, pour cette nouvelle story time sorcellerie, je vous emmène où? Eh bien, je vous emmène dans un pays arabe inconnu. Comment ça, inconnu? Eh bien, la personne qui nous relate les faits, son histoire, n'a pas voulu mentionner le pays duquel il était issu. Donc voilà, le qarar diallo, donc c'est son choix et on le respecte. Donc il nous dit qu'il s'appelle Ahmed et qu'il a maintenant, à l'heure actuelle, 33 ans. Mais lorsque cette histoire lui est arrivée, il était âgé seulement de 22 ans. Ahmed, il commence par se présenter en disant que voilà, il a 33 ans aujourd'hui, mais lorsque l'histoire lui est arrivée, il était âgé de 22 ans et il tient à jurer, voilà, que il faut vraiment croire son histoire, que si il en parle aujourd'hui avec le recul et les années, c'est parce qu'il veut vraiment être un exemple. Voilà, que vraiment tous les détails et tout ce qu'il va nous dire ici et que je vais moi vous répéter est vraiment vrai. Il a rien enlevé et rien rajouté. Il veut juste dire son expérience, son histoire et surtout sa vérité, et aussi alerter, ameuter et peut-être éveiller de potentielles personnes qui auraient envie bien de s'attaquer et de toucher le monde du paranormal. Mais vous allez voir tout ce qui lui est arrivé, Ahmed, bien jusqu'à aujourd'hui, ses 33 ans, il en paye le prix.
Donc, Cappuccino, Cappuccinette, il nous dit quoi? Il nous dit, lui, il vivait dans une ville, là aussi, il n'a pas voulu dire parce qu'on aurait su par rapport, voilà, au pays duquel il était issu. Il dit qu'il habitait dans un quartier qui était Shabi, ça veut dire un quartier populaire. Et en fait, dans ce quartier populaire, il faut savoir qu'il y avait une fille, il était attiré par elle, il était amoureux d'elle, mais il lui avait jamais, en fait, dévoilé ses sentiments. Qui était cette jeune fille? En fait, cette jeune fille, c'est la pharmacienne du quartier. Elle était jeune, elle avait le même âge que lui, mais elle a travaillé en tant que pharmacienne. Et à chaque fois qu'il passait devant cette pharmacie, il regardait à travers les vitres et il était toujours de plus en plus amoureux d'elle. Il dit que cette pharmacienne, voilà, elle était aussi itima. Ça veut dire en fait, elle est orpheline. Elle a ni maman, ni papa. Ses deux parents, paix à leur âme, Allah yarhamhum, ils étaient morts. Et d'autant plus, il était attiré par elle à cause de ça. Donc, il dit que quand il était âgé de 22 ans, en fait, il n'était pas comme maintenant. Il n'était pas encore mature. Et en fait, il a commencé à lui louh al-klam, ça veut dire à lui lancer maintenant des paroles, à aller vers elle, à parler avec elle, à lui dire voilà en gros qu'il aimait, qu'il était attiré par elle, qu'il a kiffé, est-ce qu'elle pouvait lui passer son numéro de téléphone, tatati tatata. Et la fille, elle refusait toujours. Mais à force, en fait, le mec, il a dit, il faisait du forcing parce qu'il n'était pas comme maintenant, quoi, il a dit très perturbant quand il était jeune, et surtout quand il avait une idée en tête, il l'a dit qu'il lâchait pas jusqu'à que cette idée, en fait, elle se fasse. Donc, il est resté à lui dire le klem hilo, ça veut dire à lui dire de belles paroles, jusqu'à en fait, la fille, elle va céder, accepter et lui passer son numéro de téléphone. Donc, il dit, ils se parlaient après H24. H24, et ils vont se parler comme ça durant 6 mois. Et maintenant, les cappuccinos, cappuccinettes, si vous voulez découvrir la fin de cette histoire qui est vraiment grave choquante, je vous invite à venir ce soir sur YouTube où la vidéo, Inch'Allah, sera publiée avec le son et avec tout ce qui va avec. Donc voilà, ce sera pas un exceptionnel montage comme d'habitude parce que je vous ai dit que j'ai énormément de choses à faire pour ce week-end. Mais au moins, il y aura la petite musique angoissante qui accompagne toutes mes vidéos. Et surtout, vous découvrirez cette histoire avec voilà, tous les autres cappuccinos, cappuccinettes. Donc je vous donne rendez-vous ce soir. Et n'oubliez pas aussi la vidéo, la deuxième partie, l'heure des kids, Inch'Allah, sera aussi publiée pour les mini cappuccinos et cappuccinettes. Cappuccino, cappuccinette, comme j'étais en train de vous dire, ça faisait 6 mois qu'ils parlaient H24 ensemble au téléphone, entre le parler vraiment allô allô et les messages. Donc voilà. Et il dit, le mec, il a tout fait pour rentrer dans le cœur de cette fille et dans sa tête. Et un jour, il a dit, il a pris l'initiative de dire quoi à cette fille? Comme il avait maintenant eu sa confiance pleine et entière, puisqu'il lui vendait toujours de très belles paroles, de très beaux discours, eh bien, il lui dit, tu sais, il va falloir qu'on se pose et tout. J'en ai marre à chaque fois, en gros, qu'on se voit dans les cafés, les jardins, les lieux publics et tout. J'ai envie de passer un moment avec toi. On se met un film, on se cale dans le canapé et on regarde, voilà, un film à deux, popcorn, et ça nous fait un petit moment romantique, tranquille, sans aller au cinéma et tout ça. Mais ce moment-là, on peut pas le faire chez moi, parce qu'il y a ma famille et tout. Mais toi, comme tu habites toute seule, il était en train de lui dire, voilà, j'ai envie d'être avec toi, j'ai envie de te dire d'autres choses que j'ai pas envie forcément de te dire en présence de toute autre personne. J'ai envie que ces paroles-là, voilà, il y a que toi qui les entendes et tout et tout. Il restait à lui parler comme ça. Au début, la fille, elle était pas du tout d'accord parce qu'elle lui dit non, mais moi, voilà, j'habite toute seule, j'habite dans un quartier respectable. Et si il commence à voir que, voilà, je laisse rentrer des jeunes hommes chez moi, même si, voilà, il y a rien de bizarre qui va se passer entre nous, eh bien, quand même, les gens vont parler, quoi. Et donc, elle était pas d'accord. Mais le mec, il a dit, Ahmed, qu'il était tellement déterminé à aller chez elle et à se poser avec elle, que, en fait, il a fait que de lui dire, mais il va rien se passer, mais si, mais ça veut dire que tu me fais pas confiance, mais je suis grave déçue, nanana. Alors, la fille, elle va, sans vouloir, commencer à avoir des remords, et jusqu'à, en fait, elle va céder, tout simplement, eh bien, à sa demande. De là, cappuccino, cappuccinette, elle va accepter, elle va lui dire, bon, bah, tel jour, à telle heure, en fait, tu viens chez moi.
Sauf que, en fait, cette fille, cette pharmacienne, elle n'avait jamais dit, eh bien, Ahmed, qu'en vérité, elle n'habitait pas totalement seule, mais qu'elle habitait, en fait, avec sa grand-mère. Je sais pas, c'est pas spécifié par Ahmed si c'était sa grand-mère paternelle ou maternelle, mais en tout cas, elle vivait avec une de ses deux grand-mères, quoi. Et donc, en fait, quand il va arriver, bah, il va être surpris. Mais voilà, la grand-mère, la pauvre, Shad al-Frash, ça veut dire qu'en gros, elle est vraiment alitée. Elle peut pas se lever toute seule. C'est d'ailleurs même sa petite fille qui s'occupe énormément d'elle. Elle est très dépendante et que dépendante de sa petite fille. Donc voilà, de là en fait quand il s'aperçoit de ça, bon ok, et de là la fille en fait elle lui dit bah dans ma chambre j'ai la télé, j'ai tout, j'ai un canapé aussi, donc on va se poser là-bas, ma grand-mère là elle se repose, voilà. De là Cappuccino, Cappuccinette, ils sont partis se poser dans la chambre et tout, et la fille en fait elle était vraiment en situation de totale confiance avec lui parce que lui-même dit qu'il avait fait tout pour que la fille ait pleinement confiance en lui, quoi. Donc, il a dit qu'ils ont parlé pendant un moment, ils discutaient, ils rigolaient, il y avait un bon mood, tout se passait bien. Mais il a dit, tout d'un coup, il a ressenti comme une pulsion en lui. Et en fait, c'était une pulsion, on va dire, préméditée. Parce qu'en fait, s'il voulait être avec elle, chez elle, et passer un moment en tête-à-tête avec elle, c'est parce qu'il avait dans son esprit, eh bien, dans l'idée que lui et elle aient une relation intime. Donc de là, Cappuccino, Cappuccinette, il nous dit qu'ils étaient posés et à un moment donné, il a dit qu'il a entendu comme une voix qui lui a dit en gros, ouais, c'est le moment. En gros, lui, il dit, ouais, c'est comme si genre c'était une voix d'un bismillahirrahmanirrahim, genre de shaitan qui a joué dans son esprit, quoi. Dans son esprit, et c'est pour ça qu'il a faibli. Et donc, en gros, il a dit, la fille miskine, elle était posée à côté de lui, normale, en train de lui sourire. Et lui, il a dit, s'est jeté sur elle. Il s'est jeté sur elle et il voulait absolument l'embrasser par force, lui faire des choses. Donc, la fille, bah, bien évidemment et naturellement, elle s'est pas du tout laissé faire. Donc, elle a commencé à le repousser et lui, il a commencé à se battre avec elle. Elle faisait de se débattre. Elle est en train de supplier. Et lui, il a dit, il avait juste une envie et une idée en tête, c'est de faire la chose absolument avec elle. Donc, Cappuccino, Cappuccinette, il nous dit que la fille, là, elle était pas simple, que, voilà, elle s'est pas du tout laissée faire, elle s'est bien défendue, elle s'est débattue, parce qu'elle le suppliait, elle est en train de pleurer, de lui dire, voilà, un fait qu'en gros, genre, moi, je t'ai fait confiance et c'est comme ça que, en gros, tu me remercies, je t'ai fait rentrer chez moi alors que j'ai jamais fait rentrer personne chez moi. Et en fait, c'est ça que tu fais et tout. C'est ça la confiance, c'est ça le rouge là. C'est en gros, c'est ça, ouais, être un bonhomme, c'est faire des trucs comme ça et tout et tout. Et il dit, lui, il n'en avait rien à faire. Il l'écoutait même pas. Et il a dit, il était en train de se battre avec elle et elle était vraiment, elle s'est bien, genre, défendue, quoi. Elle lui mettait des coups et tout. Jusqu'à un moment donné, en fait, ils ont entendu. En fait, la porte de la maison, il y a quelqu'un qui était en train de frapper. En fait, il y avait plusieurs personnes parce que ça va résonner dans les escaliers. Ça va résonner dans les escaliers qu'en fait, c'était les voisins qui avaient été ameutés et alertés par les cris de cette jeune fille qui était d'habitude sans problème, qu'on n'entendait jamais, que ce soit elle et sa grand-mère, c'était des personnes très très calmes. Là, que des cris, voilà, aussi stridents, aussi apeurants, avec des pleurs, des sanglots qui s'entendent et tout ça viennent de chez eux. Les voisins, ça les a directement alertés, ameutés et sont directement montés voir en gros il se passe quoi là. Là, le fait que la fille en fait, elle lui ait ruiné ses plans de la manière qu'elle s'est pas laissée faire, qu'elle était combattante, qu'elle voilà, elle l'a pas laissé la toucher comme il aurait aimé le faire. Et qu'elle est restée forte et qu'elle s'est défendue. Lui, en fait, il pensait dans sa tête que, en gros, elle allait soit se laisser faire ou soit aussi le faire de son plein gré. Mais il a trouvé une autre situation
que lui-même, il dit qu'en gros, il avait même pas imaginé que ça allait faire tout ça, quoi. Et il a dit, il a commencé à entendre les gens dans l'escalier qui disaient, ouais, c'est sûr, sa grand-mère, elle est morte. C'est pour ça qu'elle est dans cet état, elle doit être choquée, la pauvre. Et eux, ils toquent, vas-y, ouvre ma fille, ouvre ma fille, ouvre ma fille, qu'est-ce qui se passe et tout. Et la fille qui pleurait, qui était tétanisée, qui n'arrivait même pas à bouger de son lit, ni à ouvrir la bouche pour parler. Donc, de là, lui, il a dit, la panique, que les voisins, ils pètent la porte. Donc, il a dit, il a pris ses jambes à son cou et il a sauté par la fenêtre qui donnait sur l'arrière. Donc, de là, il nous dit que toute la nuit, il a essayé en vain de lui envoyer des messages, de l'appeler, genre en gros, pour présenter des excuses et la réattirer dans ses filets, il dit, mais elle lui répondait pas, elle ne lui a pas donné l'heure. De là, en fait, il a attendu le lendemain, il savait qu'elle travaillait, donc il est parti à la pharmacie. Et le mec... il est parti à la pharmacie et donc il a dit ouais, il voulait retenter de la réattirer de la même manière en se faisant passer pour pas fou mais genre montrant qu'il avait des remords, des regrets mais qu'il l'aimait, c'est pour ça qu'il avait agi ainsi, tatati tatata. Il a dit la fille, elle était toute pâle, elle avait des grosses cernes, elle était pas bien quoi, ses yeux ils étaient enflés, ça se voit qu'elle avait à mort pleuré à mort et ça se voit qu'elle avait le démon contre lui et tout. Mais la fille, en fait, comme elle avait dit à personne qu'elle sortait avec lui parce qu'elle avait pas envie de le crier sur tous les toits, elle était en fait obligée de... Ça veut dire en gros, elle voulait pas trop montrer au niveau des clients et des collègues que voilà, il y a un bail entre elle et lui. Donc, elle est passée derrière le comptoir discrètement. Elle lui a dit, écoute-moi bien, tu dégages d'ici, je veux plus voir ta gueule. Voilà. Elle a parlé français direct. Et il a essayé de dire Y ou quelque chose. Elle lui a dit, écoute, j'ai parlé, je vais pas redire, tu dégages. C'est mort, toi et moi, efface mon numéro. De toute façon, moi, j'étais bloquée de partout. Voilà, fin. Donc, de là, il a dit, il a pris le seum. De là, il a pris le seum et donc, en fait, il s'est mis à lui crier dessus dans la pharmacie, au milieu des collègues, au milieu des gens qui étaient venus chercher leurs médicaments. Il commençait à parler mal et elle est en train de le supplier, s'il te plaît, me fais pas une scène, s'il te plaît, c'est bon, vas-y, dégage et tout. Et il a dit, plus elle lui disait de partir, plus il montait en pression, plus il a dit, il commençait à l'insulter et tout. Jusqu'à même les magasins qui sont à côté, les gérants, les commerçants et tout, ils ont commencé en fait à rentrer dans la pharmacie, les passants et tout, parce que c'était un truc de ouf comment il était en train de parler. Et il a dit, plus il a vu les gens comme ça, il a dit, plus il s'est enorgueilli et plus il a commencé à vraiment dire que des paroles très méchantes, très pas bien, voilà, en bas de la ceinture concernant la fille. Donc là, les gens, en fait, cette fille la connaissait. Comment ça, tu parles comme ça? En plus, c'est une orpheline et tout. Eh, vas-y, viens voir. Il a dit, il a rien compris. Il a senti juste des mains qui l'ont attrapé par le dos, qui l'ont tiré à l'extérieur de la pharmacie et qui s'est mangé des coups. Il a dit, s'est mangé des coups de partout. Jusqu'à même, il a découvert des places dans son corps qu'il connaissait même pas. Tellement que les gens, en fait, les gens, ils étaient tellement choqués de la manière dont il a parlé avec la bouche, là, d'une manière très sale, très impolie, très insolente, très vulgaire. Donc, il a dit, ils l'ont bien massé. Et de là, en fait, il a dit, il est parti, mais il avait encore plus le seum contre elle. Donc, il nous dit que quand ils ont fini de le masser, de le marave, il s'est levé et il est reparti. Il a dit, il a regardé la fille à travers les vitrines de la pharmacie. Et il a dit, il était en train de lui jurer, tu vas voir ce que je vais te faire, tu vas voir ce que je vais te faire. Et il repartait et tout. Il avait le seum, il avait mal partout et tout ça. Il était vraiment, il a dit, dans un sale état. Il a dit, oui, certes, la fille, elle lui faisait pitié parce que, voilà, il se disait, ouais, c'est une orpheline. En fait, j'ai voulu lui faire ça parce que je sais que, en gros, si j'aurais fait quelque chose, il y aura ni son père pour venir la défendre, ni sa mère, ni un frère, ni une sœur. Genre, il y a personne, quoi. Et donc, j'aurais pas eu de problème. Mais là, ce qu'elle m'a fait, c'est mort. Et elle a dit, en fait, c'est à partir de ce moment-là, il a commencé à penser à une manière dont il allait se venger de cette pauvre fille qui ne lui avait rien fait.
Il nous dit que pendant 2 mois, quand même, il a dit, il n'a pas lâché l'affaire. Il la suivait partout. Il allait l'attendre à côté de son travail. Il la croisait dans la rue. Il voulait absolument lui parler et tout. Mais la fille, toujours, elle lui disait, allez, vas-y, dégage, pousse-toi, vas-y, nan. Elle ne parlait pas, elle n'écoutait pas et tout. Elle ne le calculait pas. Et lui, il a dit qu'il avait le démon contre elle, le démon. Et donc, comme je vous ai dit, on était 2 mois après, toujours en train de la suivre. Il veut pas oublier, il veut pas la laisser tranquille. Bon, il dit un jour, il va entendre quoi? Il va entendre, ouais, il y a quelqu'un qui va se marier avec la pharmacienne. En fait, il y a quelqu'un qui va venir demander sa main. Donc de là, il a dit pour lui, c'était la goutte d'eau qui allait faire déborder le vase. Parce que surtout que le mec en question qui voulait se marier avec la pharmacienne, il le connaît très bien. Parce que pour eux, ce jeune homme-là, eh ben, c'est juste un has-been. Et je vais vous développer pourquoi, à leurs yeux, il est un has-been. Pour eux, tout simplement, il est un has-been parce qu'il a eu l'ambition de continuer ses études, d'obtenir pas mal de bons diplômes, d'être embauché dans une belle boîte, voilà, d'avoir passé son permis, d'avoir acheté une voiture qui n'est pas mal, et il ambitionnait de prendre un appartement. Et le mec, il voulait se marier, quoi. Et donc, pour eux, il est has-been parce qu'en fait, il a envie de réussir sa vie. Et le mec, il était toujours propre sur lui avec... il s'habillait pas genre en jean ou jogging. Ou, il était toujours en costard cravate et tout. Et donc, il l'appelait le has-been. Et en fait, tout ça, il dit qu'en vérité, c'était une jalousie. Parce que quand il le regardait, il voyait en lui la réussite et il voyait en eux l'échec. Donc, pour lui, il le détestait et il était comme ça, ce garçon qui voulait se marier avec la pharmacienne. Depuis qu'il était petit, il voulait arriver loin. Donc, pour lui, il a dit, mais MDR, inacceptable, jamais. Pour lui, genre, en gros, c'est ça se garder. Il va pas aller avec la pharmacienne parce que lui, dans sa tête, avec la pharmacienne, c'est pas fini. Il veut pas se dire, ouais, avec la dinguerie que j'ai essayé de lui faire, c'est mieux que je reste en retrait. Vas-y, elle va se marier, genre que Dieu leur facilite et qu'ils aient un bon mariage. Non, le mec, il a dit de là. Dans sa tête, ça a fait qu'un tour. Pas de question. Genre, en gros, si elle se marie pas avec moi, elle va être à personne. Aussi, pour vous rajouter, il dit qu'il l'aimait pas aussi parce que ce garçon ne buvait pas, ne fumait pas, ne se droguait pas. Et pour eux, en gros, il disait qu'il l'appelait... genre le fils à papa, celui qui veut toujours bien se faire voir et tout. Alors pour eux, ils l'appellent le coincé du bip. Je vais pas le dire, mais genre pour eux, il était coincé alors que le mec, il veut juste rester bien. Voilà. Donc de là, il dit qu'il le supportait pas. Et dès qu'il le voyait ou qu'il la voyait, ça le rendait malade. Et il avait juste une seule chose et une seule envie. Eh bien, c'est de leur faire du mal, mais surtout de faire du mal, eh bien, à la pharmacienne. Même un jour, en fait, il les a croisés, qui marchaient main dans la main, la pharmacienne avec le garçon là, qui trouve que, à leurs yeux, il est has-been. Et il dit, en fait, quand il les a vus, voilà, il s'était mis à les insulter et tout. Et la fille, elle allait répondre, la pharmacienne, au Ahmed, celui qui nous raconte. Et le mec, il lui a dit, non, ne lui réponds pas. La meilleure réponse aux personnes comme ça, c'est l'ignorance. Est-ce que tu connais en gros le dicton qui dit quand la caravane passe, les chiens aboient? Il a dit il n'était pas prêt, genre en gros lui il sait parler, il sait faire des punchlines. Il a dit il voulait le taper, mais les potes qui étaient avec lui, ces mauvaises fréquentations là que je vais vous développer après, ils l'ont arrêté. Et il a dit en fait le fait qu'à chaque fois il lui lance des paroles, il l'insulte, que ce soit elle ou lui après ce flash là, et qu'il ne réponde pas, eh ben, il a dit ça lui foutait la rage. Et il a juré que la pharmacienne, quoi qu'il, même s'il doit en mourir, elle va pas se marier avec ce mec. Et un jour, il est là en train de marcher dans le quartier de la pharmacienne en espérant, eh bien, tomber sur elle. Et là, en fait, il va tomber sur une foule où il y a des femmes qui sont super bien apprêtées, c'est-à-dire des belles tenues traditionnelles, voilà, arabes. Et tous les hommes, ils ont des belles jlabiyas, et il y en a, ils sont en costume. Et celui qui trouve has-been, à ses yeux, eh bien, il a un gros bouquet de fleurs, de belles roses.
et ils sont juste en bas de la maison de la pharmacienne. Donc il comprend directement bien qu'ils sont venus demander la main de la pharmacienne. Et donc de là, il a dit qu'il a vu noir, il a eu la rage, il voulait tenter de faire quelque chose, mais il s'est abstenu parce qu'il a dit voilà, il y a trop de monde et c'est sûr qu'il allait être le perdant. Mais c'est là, il a dit qu'il a eu l'idée, pour arrêter tout ça, cette chose qu'il ne supportait pas, d'aller et de penser à la sorcellerie. Il a commencé à réfléchir à comment il va rentrer dans le monde de la sorcellerie, comment il va faire cette sorcellerie, quelle sorcellerie il devait lui faire et tout. Il est là, il réfléchit et il se rappelle en fait qu'il a un ami à lui qui est dans ce monde-là. Il est plus grand que lui en âge et en fait, il sait qu'il y a même des gens du quartier et même d'autres qui viennent de beaucoup plus loin, qui vont travailler chez ce pote qui est sorcier. Donc, dès qu'il s'est rappelé de lui, il a dit ah, c'est lui en fait qui va régler mon problème et qui va réussir à faire que la fille elle revienne dans mes bras, qu'elle dégage ce has-been et qu'elle se marie avec moi. Donc, directement, il va aller chez lui. Il nous décrit physiquement ce sorcier, comment il était. Il dit qu'il était un peu plus âgé qu'eux en âge, mais que depuis qu'ils étaient petits, en fait, ils traînaient toujours ensemble. Et il dit un peu, il s'était perdu de vue parce que voilà, lui, il travaillait le Ahmed et c'était de temps à autre qu'il le croisait comme ça dans la rue et tout. Mais tout le monde savait que ce mec-là, c'était un sorcier et tout. Et il dit sa tête, quand tu la vois, en fait, c'est abusé, comment t'es en panique. Elle fait trop peur et voilà, ça se voit sur son visage aussi qu'il est maudit par Dieu, quoi. Mais le mec, il recule pas, il veut pas se repentir et il continue dans ça. Il y a beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes, beaucoup de personnes en fait qui vont chez lui que pour faire des mauvaises choses parce que lui, il savait et il ne fait que des mauvaises choses. Donc, quand il a pensé à lui, il a dit c'est sûr, c'est lui en fait qui va être la clé de mon souci. Il dit un jour, ils étaient posés dans un espace vert, quoi. Et le sorcier, ce jour-là, il était avec eux et tout. Il y avait un autre mec. Et il dit, le mec, à un moment donné, en fait, dans ses mains, il avait un livre qui est bizarre, rib. Et donc, il a dit, le Ahmed, celui qui nous raconte, ce livre, il l'a attiré. Donc, il l'a enlevé des mains du sorcier et il a commencé à feuilleter les pages et tout. Il dit, il y avait des paroles en arabe, voilà, littéraire que il comprend, que tout le monde comprend. Mais par contre, il y avait énormément de tarasem, ça veut dire des dessins, des signes et tout, des mots à l'envers qu'il comprenait pas. Mais à côté, il dit entre des guillemets, genre il y avait écrit les significations de ces trucs-là. Donc il dit, il a vraiment été intéressé par ce livre et il s'est plongé dedans. Besoin de vous faire un dessin en gros pour vous dire c'était un livre qui parlait de quoi? C'était un livre qui tout simplement parlait de sorcellerie où il y avait genre des manières de faire s'il faut pour une histoire de ci, pour une histoire de ça, le procédé à suivre, les sacrifices à faire, etc., etc. Et il a dit que c'était vraiment détaillé, mais que le livre bain genre qadim, genre ça se voit que le livre il est vraiment ancien et que même les feuilles elles étaient vraiment à deux doigts de se détacher du livre et ça se voit que c'est un livre qui est vraiment qadim. Il tourne les pages, et il voit à un moment donné la chose qu'il cherche, c'est-à-dire jalb al-habib walau kana karihan, ça veut dire en gros pour attirer l'amour même si la personne en gros que toi tu aimes, elle te déteste. Et lui, c'est clairement la situation dans laquelle il était actuellement concernant son histoire là, passée avec la pharmacienne qui aujourd'hui s'apprêtait à se marier avec quelqu'un d'extrêmement bien, d'extrêmement respectable et tout ça. Donc, lui, pour lui, comme je vous ai dit, c'était vraiment pas possible. Donc, c'est pour ça en fait qu'il a commencé à partir dans ce cheminement-là pour essayer, comme il dit, de faire revenir la pharmacienne vers lui et surtout que celle-ci l'aime. Qui dit à ce moment-là, encore une fois, il affaiblit et il dit dans sa tête, genre il y avait une voix qui lui a dit, voilà, c'est ça la solution, c'est ça que tu dois lui faire, c'est comme ça que tu dois procéder, voilà la solution, bénédique, genre la solution elle est entre tes mains, c'est simple. Mais il dit aussi d'un autre côté, il pensait à cette fille qui au final, comme il le dit lui-même, ne lui avait strictement rien fait, qui était orpheline, qui était gentille et qui, son seul tort a été de l'aimer
et de lui faire confiance. Mais il dit que c'était plus fort que lui, qu'il ne s'imaginait pas l'avoir mariée avec ce mec-là et qu'elle soit un autre, quoi. Il a tellement été intéressé par le livre qu'il s'est retourné vers son ami le sorcier et il lui a dit écoute, le livre s'il te plaît tu me le laisses jusqu'à demain parce que j'en ai besoin et tout, j'ai envie de le lire. Donc le sorcier tout de suite l'a refusé, il a dit non, ça c'est pas un conte ou c'est pas un mode d'emploi, ça c'est pas un jouet là que t'es en train de lire gros. En gros si je l'ai pas récupéré des mains c'est parce que tu m'as choqué. Et j'ai rien pu faire, quoi. J'étais en train de dire dans ma tête, mais attends, lui, il est sérieux ou quoi? Mais, en fait, non. On voit même pas ça, genre que je vais te laisser prendre le livre avec toi et tout. Et il a dit, il est resté à le supplier, à lui faire mal à la tête, jusqu'à, il lui a dit, écoute, s'il te plaît, laisse-le moi, et demain matin, première heure, wallah, je le ramène. Et le sorcier, il lui a dit, bon, vas-y, ok, garde-le. De la cappuccino cappuccinette, en fait, le sorcier, il dit Ahmed, il s'est retourné vers lui et il lui dit mais en fait pourquoi tu veux garder le livre? Tu vas en faire quoi? Et il a dit là, il lui a raconté toute l'histoire avec la pharmacienne. Donc il dit là, il a fait son fameux rire que tout le monde craignait, que tout le monde était en panique dès qu'il rigolait parce qu'il a dit c'était vraiment un rire shaitani, bismillahir-rahim, un rire vraiment mauvais quoi, qui faisait vraiment flipper. Donc il dit le mec, il pensait il va lui dire non mais vas-y redonne le livre, t'es malade, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais il a dit ok, si c'est pour en faire voilà ce que tu m'as dit et pour te venger, pour faire du mal, bah vas-y garde-le. Normal quoi. Vas-y garde-le et ouais tu me le ramèneras demain. Et il a dit, celui qui me raconte, en gros il lui a même pas il lui a même pas donné de conseils ou essayer de lui dire non mais fais pas ça, au contraire. Il encore, il reprend en train de rigoler le sorcier et il lui dit genre considère ça la faveur que je te fais en passant l'un des livres les plus importants pour moi, considère-le comme mon cadeau de mariage. Parce que le sorcier, il était convaincu que genre le Ahmed il va trouver genre une manière de faire, que la fille va revenir et qu'en gros, s'il y a mariage, eh ben c'est grâce à lui et grâce au livre. Donc c'est pour ça qu'il lui dit un cadeau de mariage. Donc il dit de là, ils ont rigolé et chacun s'est séparé. Et là, il va se passer quoi? Il dit lui, il était aussi à part avec le sorcier. Il y avait un autre mec, comme je vous ai dit, qui était avec lui, qui était un bon pote à lui. Et de là, ils sont encore ensemble dehors et tout. Et le pote en question, il lui dit mais là tu vas faire quoi et tout. Donc il lui dit voilà, j'ai envie de faire ça. Il lui dit ok son pote, mais tu vas le faire où? Parce qu'en gros, ta maison, gros, il y a tout le monde qui est chez toi. Et en plus, il y a ta sœur qui est en convalescence parce qu'elle vient d'avoir un bébé et tout ça. Donc franchement, on va pas faire des trucs chelous chez toi. On sait jamais si ça peut nuire au bébé, à l'enfant. Surtout que les enfants, genre, ils voient tout et ils ressentent tout. Donc il a dit, il a réfléchi. Ahmed, celui qui nous raconte, il a dit c'est vrai, il n'avait pas réfléchi à ça. Donc il lui dit en gros, si tu me laisses moi aussi lire dans le livre et trouver, regardez, une espèce de formule pour que moi aussi, voilà, je demande à avoir de la richesse et tout ça, eh ben je te laisse venir faire les choses chez moi parce que chez moi, il n'y a personne. La cappuccino, cappuccinette, quand ils se sont mis d'accord, les deux fous, eh ben ils vont dans la maison du pote, voilà, Ahmed. Et ils arrivent, et c'est vrai que la famille du pote d'Ahmed, en fait, ils étaient partis en vacances et ils étaient hors de la ville. Donc il dit, de là, ils ont dîné, etc. Après, ils vont s'enfermer dans la chambre du mec, ils s'installent, et il dit directement, il rouvre le livre à la page où il avait laissé, à savoir là où il avait trouvé la manière d'attirer une personne et tout, même si celle-ci vous déteste, vous verrez genre, en gros, elle va vous aimer si vous faites telle ou telle chose. Donc il dit, là, il était bien concentré, il s'aimait bien à lire et il voit à un moment donné, en fait, s'il veut que la sorcellerie là en question, elle marche, il va lui falloir en fait quelque chose qui appartienne à la fille, comme un vêtement, etc. Mais sauf que lui, il avait rien de ça. Donc le mec, il s'est vénère. Comme je l'ai dit, il était énervé et tout. Et donc, il a dit, bon, vas-y. De toute façon, il n'y a aucune solution. Il ne peut pas avoir quelque chose à elle. Donc, il continue la lecture comme s'il était en train de lire un bon Guillaume Musso, qui est mon auteur préféré. Voilà, un livre normal, quoi. Et il dit, de là, en fait, il tombe sur un paragraphe, quoi.
disant qu'en gros, tu peux faire venir un bismillah, faire apparaître un démon, et celui-là, sera genre celui qui peut aller chercher des choses. Et aussi, il peut t'apporter des autres choses. Il y avait genre en gros la richesse, la ci, la ça. Et donc, il a dit, il s'est tourné vers son pote et il lui a dit, ah, regarde ce que j'ai trouvé. Donc, il donne le livre, l'autre il prend, il lit, il dit, bah ça c'est bien. En plus, ça fait 2 en 1. En gros, il va chercher quelque chose qui appartient à la fille. Et aussi, il apporte des sous pour toi et moi. Et là, ils ont rigolé. Il dit, en gros, ils se sont dit, ça fait un truc en une pierre 2 coups. Si je le dis bien. Donc, il a dit, donc, il fallait qu'ils prennent une feuille bien spécifique, qu'ils y fassent un dessin qui était montré dans le livre en exemple à reproduire par la personne voilà, qui a envie de faire la sorcellerie, qui devait dire plusieurs paroles qu'il ne peut pas dire et qu'il ne veut pas répéter, et être dans le noir, qu'il n'y ait aucune lumière, que voilà, ils répètent ça, qu'ils disent le nom de la chose qu'ils veulent faire apparaître. Et la seule condition en gros pour ça marche, c'est quand la chose elle va apparaître, quand je vous dis on habite dans un monde de fous, il faut pas que tu aies peur. Parce qu'en gros, si tu lui montres à la chose que tu as peur ou que tu es en panique, et ben la chose, bim, elle va t'attaquer, t'es mort. Je vous dis en gros la chose, bah, quand ils vont écrire le prénom du démon en question, il peut sortir genre d'un coup, soit d'un mur, soit du plafond, quoi. Et genre, si, c'est pas s'il accepte, mais en gros, il va venir vers toi, il dit, et genre, c'est comme s'ils vont se serrer la main, et ça veut dire comme si, en fait, ils avaient comme signé un contrat, que le pacte entre les deux, il était accepté, quoi. Mais vraiment, il dit, genre, en gros, c'est bien écrit qu'il faut pas soit essayer de prendre la fuite, soit avoir peur, parce que la chose là, que toi t'as fait venir, en gros, elle va vraiment t'attaquer fort, salement. Donc il dit, ça leur a pas fait peur, ni effrayé, ni froid aux yeux, mais au contraire, ils étaient déterminés, parce que aussi maintenant, il y avait de la curiosité qui était rentrée, mis à part la pharmacienne et tout ça, ils voulaient vraiment, genre, comme se convaincre que ouais, c'est possible de faire ça. En gros, eux, ils disent qu'ils étaient au milieu d'un cercle qu'ils avaient formé et que, genre, ils ne pouvaient pas sortir hors de ce cercle tant qu'en fait, genre, il n'y avait pas la chose, quoi, qui serait là. Parce que, genre, en gros, c'est comme si tu vas gâcher la chose ou peut-être il va t'arriver une autre chose, quoi. Donc, il dit, il faisait que de répéter, genre, la formule, quoi. Wingardium Leviosa. Bref, là. En gros, genre, il était en train de répéter la formule, que ce soit lui ou son pote, parce que comme je vous ai dit, son pote aussi, il voulait absolument, genre, du money, quoi. Et donc, il répétait, et il dit, en fait, quand il finissait de répéter, ils attendaient dans l'espoir de voir quelque chose, mais il y avait rien, ils voyaient rien. Et en fait, ils étaient en panique aussi parce qu'ils avaient peur parce que, voilà, ça engendre comme un espèce de douleur au ventre, les crampes quand t'es en panique et tout. Et ils disent chaque minute, ça passait et ça défilait comme si c'était une allée tellement c'était long. De là, Cappuccino, Cappuccinette, il dit ça faisait 1 heure maintenant qu'ils étaient à l'intérieur de ce cercle et ils avaient peur de quitter ce cercle et ils savaient pas comment ils devaient agir. Et il dit il a commencé à ressentir et à voir sur son pote, malgré qu'ils étaient dans le noir, il y avait quand même voilà des bougies d'allumées, et bien que en gros son pote il était vraiment en mode panique, il tremblait de la tête jusqu'aux pieds, mais vraiment pas de belani, pas pour faire semblant, mais vraiment il avait peur et il était en train de dire à haute voix, genre en gros, mais qu'est-ce qui m'a amené à faire ça? Mais qui m'a envoyé? Qui m'a envoyé pour ceux qui ont la référence? Donc voilà, il était vraiment pas bien, il émettait des regrets. Et l'autre, celui qui nous raconte l'histoire, Ahmed, il dit aussi qu'il a commencé à sentir envers son pote des remords en se disant, ouais, c'est moi qui l'a amené à ça. Donc en gros, il s'est dit, c'est lui qui doit sortir en premier du cercle et voir si au final, il va se passer quelque chose ou pas. Cappuccino, Cappuccinette, il a dit qu'il a commencé à sortir son pied, genre là c'est le cercle, hors du cercle, mais vraiment tout doucement, mais il y allait vraiment par parcimonie parce qu'il était en panique, il se disait ouais c'est sûr que s'il sort du cercle, en gros on va dire de protection, et ben il y a quelque chose qui va lui attraper le pied, ou il y a quelque chose qui va apparaître, et regarder la dive de tous les côtés dans la chambre,
pour voir en gros, il savait ils vont voir quelque chose, mais ça va venir par où, quoi. Et donc, il a dit, il sortait son pied tout doucement, et puis il avançait son corps jusqu'à, en fait, qu'il va être totalement hors du cercle. Mais sauf que là, bah, rien s'est passé. Rien n'a apparu, ils n'ont pas entendu de bruit bizarre et tout. Et en gros, il a dit, il était déçu. Déçu. Il a dit, il était déçu. De là, Cappuccino, Cappuccinette, il va se passer quoi? Il va se passer que son pote, bah, quand il a vu que rien ne s'est passé, quand Ahmed il est sorti hors du cercle, lui aussi il est sorti hors du cercle et finalement rien ne s'est passé. Et maintenant qu'il regardait l'heure, ben il était 8 heures du matin. Donc en fait ils ont passé toute la nuit à tenter de faire telle ou telle chose, mais au final en fait il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Donc de là, comme je vous ai dit, ils étaient déçus, aussi bien le Ahmed que son pagli d'amis. Pagli en indien, ça veut dire le fou. Et donc là, Ahmed, il décide de partir parce que voilà, il a fait passer une nuit blanche, il avait perdu du temps, il était énervé et tout. Il voulait rentrer chez lui, se poser un peu avant d'aller rendre le fameux livre à son pote le sorcier. Et il dit là, à peine il arrive chez lui, il a mis la clé, il l'a enlevé, il a refermé la porte derrière lui, qui va entendre le bébé de sa sœur qui venait d'accoucher se mettre à pleurer, à hurler. Genre en fait, ses pleurs, ses sanglots à ce bébé, ils sont pas comme à l'habitude. Là, sa manière dont il pleurait le petit, elle était pas normale. En plus, c'est un nourrisson. Donc, il pleurait. Il a dit, à un moment, la maman, donc sa sœur, elle s'est levée, elle a pris le bébé, et genre, elle lui fait, comme on fait, tu sais, pour calmer les bébés. Elle lui tapote quand elle accouche et tout. Elle lui dit, ça y est, nanana. Elle essaye de le calmer, mais plus elle faisait ça, et plus le bébé, il crie. Et il dit, plus lui s'avançait vers sa sœur pour, savoir qu'est-ce qui se passe, plus le bébé, il dit, il se mettait en tension. Donc, il reculait, parce qu'il était choqué. Mais la sœur, elle n'a pas calculé ça, quoi. Donc, elle est là, elle fait des allers-retours. Il a dit jusqu'à même toute la maison, en fait, ils se sont réveillés. Ils essaient de savoir. Et de savoir, genre, le bébé, il avait quoi et tout. Et donc, la mère, elle fait les 1000 pas avec le bébé. C'est même pas les 100 pas. Mais, Mskin, il pleure. Il a dit même jusqu'à, sa voix au bébé, elle allait se casser. Donc, il dit de là, la sœur, elle avait tout vérifié. La couche, la fièvre, il n'y avait rien. Elle a essayé de lui donner à téter, il refusait, il pleurait, il était vraiment en crise, le petit. Et donc, il a dit de là, la sœur, elle a fait quoi? Elle a commencé à dire l'appel à la prière, l'Éden à haute voix, dans la maison, dans l'oreille de son bébé. À lui dire ça et tout, à répéter, à réciter. Et il a dit de là, en fait, quand il y a eu ces paroles-là, les paroles divines, le bébé, petit à petit, il commençait à redevenir calme, à devenir doux, à devenir tout calme, le pauvre. Et il a dit, il avait tellement pleuré qu'il faisait ça. Le bébé miskin, il était au bout de sa vie, le pauvre. Donc il a dit, quand il a vu tout ça dans sa tête, Ahmed, il s'est dit quoi? Comme les bébés, ils ressentent, ils voient des choses que les adultes, nous adultes, nous ne voyons pas. Donc, sans doute, en fait, il a commencé à dire qu'Ahmed, que la chose, en fait, elle était bel et bien sortie, mais qu'elle a peut-être pas voulu leur apparaître à lui et son pote, mais par contre, qu'elle était là et qu'elle le suivait, parce qu'il dit que quand, j'ai oublié de vous dire, et je m'en excuse, que quand il est sorti de la chambre pour quitter la maison de son pote, en fait, il a vu comme des ombres. Mais il s'est dit, peut-être c'est le manque de sommeil et la fatigue qui m'a fait croire que j'ai vu des choses, parce que je voulais vraiment et tellement voir des choses, que peut-être au final, je me suis imaginé fort et que voilà. Mais là, il s'est dit peut-être qu'en fait, le bébé, il a ressenti que dans la maison, il y avait une présence, ou pire encore qu'il avait vu cette présence. Et comme c'était quelque chose de maléfique, ça lui avait sûrement fait peur. Et c'est donc pour cela qu'il s'était mis à pleurer. De la Cappuccinette, il a dit quand même, après qu'il ait pensé à ça, genre que le petit, il aurait vu quelque chose et tout, il a dit pour se sentir mieux, il s'est dit non mais de toute façon c'est pas possible, ok. C'est sûrement soit qu'il avait faim ou soit qu'il a eu une douleur et que c'est pour ça qu'il a agi ainsi en parlant du nourrisson de sa sœur. Donc de là, une fois que les choses se sont calmées, il a dit qu'il s'est dirigé vers sa chambre, qu'il a allumé une cigarette
qu'il était en train de la fumer. Et tout en fumant cette cigarette, il est en train de repenser à tout ce qui s'est passé durant la nuit. Tout en fumant cette cigarette, tout de même, il se posait mille et une questions sur ce qui s'était passé, comme je vous ai dit hier soir, si au final ça avait marché, si ça n'avait pas marché, si c'est vraiment des vraies formules, si c'est juste pour impressionner et faire peur. Ce livre-là, en fait, il était en plein doute et surtout en plein remords parce qu'il s'est dit au final, pourquoi il va faire ça? C'est bon, la fille, elle le veut plus. Parce qu'il dit, en gros, il a commencé à sentir qu'il y avait un truc de pas normal, mais il n'arrivait pas à mettre les mots dessus et surtout avoir une compréhension lucide de ça. Il a dit, c'est juste sur le coup de l'énervement. Quand il a vu le mec, il va vraiment se marier avec elle, qu'elle était beaucoup plus heureuse et épanouie avec l'autre que lui et tout, qu'il avait pensé en fait à lui faire du mal. Mais là, en fait, il était en train de prier au fond de lui que tout ce qu'il avait tenté hier soir n'ait aucun fonctionnement. Il nous dit donc que quand il a fini de fumer cette cigarette, comme la veille, il n'avait pas du tout fermé l'œil de la nuit, il s'est mis dans son lit et il comptait rattraper sa nuit normale. Mais il dit qu'après seulement quelques minutes, il a senti ici comme deux mains qui étaient en train de le bloquer. Genre, en gros, même quand il va sentir ses mains, s'il veut se lever, c'est mort parce qu'il y a quelqu'un qui l'empêche ou quelque chose qui l'empêche de se réveiller. Donc, il dit directement quand il a senti ses deux mains, ce poids sur son corps, ce très lourd poids, et ben, il a ouvert instinctivement les yeux. Il ne voyait rien, mais par contre, il avait toujours cette sensation au niveau de ses épaules, qu'il y avait quelque chose qui était en train de le bloquer et c'était quelque chose qui paraissait fort. Et à un moment donné aussi, ça va se sentir au niveau de ses pieds. Quelqu'un va lui tenir comme ça ses jambes, genre en mode prisonnier, quoi. Et il dit, ça lui faisait mal. Et il essayait de se débattre et de se lever, mais impossible. Chose, à cet instant encore qui, pouvait bouger, et ben c'était ses yeux. Et il dit, il jetait de gauche à droite en essayant de comprendre il se passait quoi. Et il dit que c'était pire qu'une paralysie du sommeil, ça lui était déjà arrivé. Mais là, il sentait vraiment qu'il y avait des présences avec lui dans sa chambre et que c'était ces présences-là qui étaient en train de le maintenir comme ça, et ben sur son lit, ne le laissant pas se débattre ni se relever. Et plus ça allait, plus ça lui faisait mal et plus en fait il n'arrivait pas à crier pour que sa famille elle soit alertée et qu'on vienne à son secours. Et aussi à un moment donné, il a juré qu'il s'est vu en lévitation et que du plafond, en fait, ça sortait comme des chats noirs, il dit la forme, c'est des chats noirs, ils avaient des têtes bizarres, il le regardait droit dans les yeux avec des yeux bizarres, il faisait hyper flipper. Il a dit, il voulait absolument crier, faire quelque chose, mais c'était impossible. C'était impossible, les choses, les forces, il a dit, qui étaient dans sa chambre à cet instant-là. C'était pas des petites forces ou des choses minimes, mais ça se voit que c'était des choses qui étaient fortes et méchante. Il dit, et aussi ses oreilles se sont mis, il a dit, à entendre un sifflement hyper fort, hyper aigu, qui faisait super mal aux oreilles et à la tête. Il a dit, il avait l'impression que ses tympans allaient exploser. Il a dit qu'il a eu une sensation à cet instant-là, c'était comme si en fait son âme, elle s'apprêtait à sortir de son corps et que il allait en mourir de ce moment-là qu'il était en train de vivre. Et surtout, il a dit c'était horrible parce qu'il n'arrivait même pas à émettre ne serait-ce qu'un petit son qui puisse alerter n'importe quel autre membre de la famille et que tout ça s'arrête. Il a dit plus ça allait, plus ça montait crescendo et plus il était pas bien. Il était dans cette situation-là, pas bien, au bout de sa vie, avec des douleurs, avec plein de questionnements sur ce qu'il est en train de vivre. C'était quoi en gros? D'essayer de trouver un mot pour qualifier cela. Et il dit, il regarde en fait vers le plafond et toujours il y avait ces espèces de chats noirs qui étaient en train de s'approcher de lui. Mais il dit, plus ça s'approchait, plus les visages en fait ils se transformaient et ça prenait la forme d'un visage genre humain, mais en mode flippant, vous m'avez compris. Et donc, il dit qu'il était pas bien, il était au bout de sa vie et les choses, elles s'approchent. Il a dit que c'était tellement trop pour lui, cette scène d'horreur qu'il était en train de vivre, que en fait, il n'arrivait plus à voir tout ça autour de lui. Donc, il a dit, il a fermé ses yeux
Et de là, en fait, il était en train d'essayer de se calmer et de reprendre un peu la situation au-dessus. Mais il a dit que c'était vraiment un moment horrible, horrible, horrible. Donc, il a dit il est resté quand même un long moment avec les yeux fermés parce qu'il voulait plus voir ça. Donc, il dit au moment où il réouvre ses yeux, Cappuccino, Cappuccinette, il dit là, quand il a réouvert ses yeux, en fait, il était dans le lit. Il arrivait un peu à rebouger. Il sentait plus, voilà, les mains ici et au niveau des jambes. Et donc, il dit directement, ses yeux, ils ont regardé vers le plafond, mais il n'y avait plus les chats et tout, les choses qu'il avait vues, voilà, flotter au-dessus de lui. Donc, il dit, de là, il s'est levé et c'était tellement réel. C'était pas un rêve, qu'il s'est mis à chercher chaque recoin de la chambre. Eh ben, il voulait voir en fait ces chats-là, mais il n'y avait rien du tout. Il dit jusqu'à un moment, ils sont dans son dos, deux mains qui l'ont poussé et qui l'ont cogné en fait le visage contre le mur. Il nous dit que quand il a eu la sensation là, que une chose elle l'avait poussé, en fait il a dit c'est cogné le visage contre le mur, donc il a dit il est tombé, il voulait se relever et à chaque fois en fait qu'il voulait se relever, il y avait quelque chose qui le repoussait et qui le bloquait genre pour qu'il reste au sol. Et il a dit il a 5 ou 6 tentatives comme ça pour se relever sur ses jambes et marcher et être bien, mais impossible. Il a dit jusqu'à, il a pu se remettre sur son lit, il est parti jusqu'à son lit, il a dit à 4 pattes, il s'est traîné, il est remonté sur son lit, il s'est assis, il a dit de là, il a commencé à crier, 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 jusqu'à en fait sa mère, elle l'a entendu, elle est venue, elle l'a trouvé, il est en train de trembler de la tête aux pieds, il avait fait même sur lui, genre il avait fait pipi tellement que voilà, il n'a pas pu se retenir avec la peur, et il a dit de là, sa mère, elle était en mode choc. Qui dit sa mère, elle s'est approchée de lui, elle a commencé à lui lire du Coran, à lui dire Bismillah, réveille-toi, reviens-toi, qu'est-ce qui se passe? Et il a dit, lui, il était en train de pleurer, de crier, de tourner sa tête comme ça, il voulait pas ouvrir ses yeux, il était vraiment pas bien. Il a dit sa sœur avec son mari sont rentrés dans sa chambre, ils étaient en panique, il se passe quoi? Il a dit même les voisins, ça les a réveillés, ils pensaient que voilà, il y avait eu genre un décès au sein de la famille, que c'était pour ça qu'en fait il y avait des hurlements pareils et tout. Et en fait il a dit il n'arrivait pas à se détendre et à se calmer, à ouvrir les yeux et tout, tellement en fait il était choqué parce que tout son corps déjà lui faisait mal et la chose en fait qui le faisait tomber, elle faisait pas exprès. Il a dit une fois qu'il a réussi à se calmer, à revenir à lui, il a dit quand il a vu les voisins et tout ça, ils étaient en train de le regarder en mode ils avaient peur, ils avaient des questionnements dans leurs yeux, genre il t'arrive quoi, il se passe quoi. Il a dit en fait, il voulait pas dire parce qu'il pouvait pas dire. Maintenant il assumait plus, voilà la chose qu'il avait faite pour qu'il soit dans cette situation. Donc il dit non mais en fait j'étais en train de dormir et j'ai fait un mauvais rêve, j'ai fait un cauchemar très grave. Donc c'est pour ça j'ai pas supporté et je suis désolée et tout de vous avoir fait peur, de vous avoir apeuré, mais voilà c'est juste parce que j'ai fait un cauchemar et tout ça. Donc il a dit les gens après bon ils sont repartis chez eux. Et il dit, lui, son corps, il lui faisait mal, une douleur. Il a dit qu'il n'avait jamais ressenti de toute sa vie, même pas le jour où voilà, tous les marchands lui avaient tapé dessus quand il avait mal parlé à la pharmacienne. Il a dit une fois que tout le monde est reparti, soit chez soi concernant les voisins, soit sa mère, voilà, à ses activités et son frère et sa sœur aient quitté la chambre. Il a dit, il a repris une autre cigarette, il est parti à la fenêtre, il s'est mis à fumer et il regardait en même temps, il a dit, le plafond parce qu'il est sûr de ce qu'il a vu. Après, il dit, ok, bon, même si, imaginons, les chats et tout, les choses que j'ai vues, voilà, descendre de mon plafond, c'est un rêve. Ok, c'est un rêve. Mais le fait qu'on m'a cogné parce qu'il avait des bosses, il s'est cogné la tête contre le mur. Le fait qu'il voulait à chaque fois se relever, mais il y avait quelque chose qui le poussait, qui le laissait pas, qui lui a balayé au moins 5 ou 6 fois la tronche. Il dit, ouais, non, il y a un truc bizarre. Donc il dit, réfléchis. Et là, la nuit, elle est tombée. Il a pas mangé, il a pas bu. Il a dit, il faisait que de fumer des cigarettes. Il a pris le livre que son pote il lui avait donné, le sorcier, et il a dit il va lui rendre, il veut pas en fait que ce livre une fois de plus il reste avec lui encore une nuit de plus. Donc de là il prend ce livre et direction la maison du sorcier.
Il dit là, il marche en direction de la maison de son pote, comme je vous ai dit, le sorcier. Il a dit, il arrive à peine devant pour frapper que son pote, il ouvre la porte. Donc là, il était choqué. Il le regarde en mode, ouais, comment tu savais que j'allais venir? Et il lui dit, j'étais en train de t'attendre, je sais que tu allais venir, genre en gros, les choses, ils m'ont dit et tout. Vas-y, rentre et ferme la porte vite. Donc il a dit, il était en panique, il tremblait déjà. Sur tout le chemin, il se retournait parce qu'il avait la sensation d'entendre des pieds derrière lui, voilà, qui était en train de suivre, mais quand il se retournait, il n'y avait personne. Et là, il y a ce flash qui se passe encore. Il était resté comme ça, s'il te plaît. Il n'avait même pas fait un premier toc. Donc de là, il a dit, il rentre derrière son pote, ils vont dans la pièce où son pote il travaille, il s'assoit, et là, il va commencer à lui raconter tout ce qui s'était passé. De là, il a raconté tout son récit, tout ce que je vous ai raconté auparavant. Il lui dit, écoute, heureusement, en gros, t'as pas trop réussi à faire la chose que tu voulais faire initialement. Parce que toi, t'es un malade, en fait. La chose là que tu voulais ramener, c'est pas un petit démon, c'est pas un petit chétan. C'est vraiment quelque chose de très, très, très grave et t'aurais pas pu. Et il lui dit, moi-même, je suis sorcier. Et je connais d'autres sorciers qui sont beaucoup plus forts, que moi, qui n'ont jamais osé, en fait, l'invoquer lui. Parce qu'en gros, lui, quand tu l'invoques, quand tu veux plus rien faire avec lui, en gros, tu peux pas t'en débarrasser. Et la seule manière de t'en débarrasser, c'est que c'est toi qui payes le prix par la mort. Donc là, il était choqué, Ahmed. Et il lui dit, en gros, t'as ramené genre juste comme des servants. Zama, en gros, comment expliquer? C'est pas des démons, genre, ça c'est compliqué. Genre, on va dire, allez, qui sont classés, quoi. C'est des démons, on va dire, insignifiants, mais pas trop, dans le sens où ils peuvent aussi être très dangereux, mais moins dangereux, on va dire, que celui que, à la base, lui, il voulait faire venir avec son pote, quoi. Et donc, il lui continue. Il lui confirme en lui disant, tu sais, lui, vraiment, si je l'aurais fait venir à cette heure-ci, genre, ne crois même pas que tu serais assis devant moi à me raconter les choses. Parce que tu serais mort. Tu n'aurais pas supporté sa vision, cette chose. Ça, tu n'aurais pas supporté. Il a dit, moi-même, je fais des dingueries. Je sais ce que je fais, c'est pas bien. Mais, en gros, je me suis jamais dit ou même permis de dire, ouais, je vais faire apparaître ce démon en question. Ils n'ont pas donné le nom parce qu'il dit il est trop dangereux, quoi. Il est trop dangereux et j'ai pas le niveau. Et il lui dit en gros, ce que tu as fait venir là, en fait, ils ont aimé ton courage et ils voulaient en fait jouer avec tes nerfs, et c'est pour ça qu'ils ont décidé d'apparaître, même si c'était pas eux à la base que tu voulais faire apparaître ou appeler. Je lui dis, en gros, au début, eux, ils étaient contents parce que voilà, ils t'ont vu que t'étais toi et un tel, vous étiez courageux et tout. Mais quand ils vous ont vu que vous aviez peur, que vous aviez des ressentiments, que vous aviez comme des remords, ça les a énervés et donc ils ont décidé de vous faire peur pour, en gros, vous laisser une leçon que c'est pas un jeu. Genre, tu les fais pas déplacer comme ça. Parce que eux, ils ont pris Uber et tout, c'est pas tes potes, en fait. Uber, Junoun, tu connais? Donc, de là, Cappuccinette, il lui confirme bien que c'était une dinguerie qu'il a fait, mais qu'en gros, ok, t'as fait cette bêtise, mais heureusement que c'est cette bêtise-là qui est sortie, mais que c'est pas l'autre, parce que l'autre, tu serais pas devant moi. Donc, Ahmed, il est devant lui et il est complètement choqué. Et il lui dit, est-ce que tu as entendu des sifflements et tout, comme je vous ai dit? Oui, il lui dit en fait, les sifflements, c'est en gros, pourquoi tu as eu mal à la tête? C'est parce qu'en fait, ils étaient comme en train de flotter, de tourner autour de toi. Et c'est pour ça en fait que tu avais les oreilles qui faisaient extrêmement mal, qui bourdonnaient fort. Tu avais la sensation que tes tympans et tout, ils allaient exploser. Et ben c'est parce qu'ils étaient là, ils étaient énervés. Et les coups qui t'ont mis, c'est parce que ça les a énervés, que tu n'aies pas voulu terminer ce que tu avais entamé, à savoir à faire du mal à la pharmacienne et tout ça. Et maintenant, en fait, moi, j'ai pas de solution pour toi. Je connais certaines choses, mais je ne connais pas toutes les choses. Et concernant ton cas, là, je peux rien faire pour toi. Genre, tu peux pas faire machine arrière, je peux pas t'aider. Cappuccinette, pour Ahmed, il nous dit que là, c'était comme si le ciel, il lui était tombé sur la tête. Pourquoi? Il dit parce que, en fait, que son pote, toujours, il se vantait, moi, je sais faire ça, et que là, genre, il peut pas l'aider, il comprenait pas pourquoi.
Et il a commencé à se dire, ouais, pourquoi je me suis mis dans cette sauce? Il a commencé à regretter. Il a dit, ouais, genre en gros, ils vont toujours venir me frapper, ils vont toujours venir me faire peur. Et là, c'était que, selon les dires et selon ce qu'il comprenait du sorcier, c'était que pour lui, c'était que le début. Donc, il a dit, vas-y, il était pas bien, il savait pas quoi faire, et il repense à son pote, qui s'appelait Mahmoud. Et il dit en gros, ouais, Mahmoud, genre en gros, lui, il lui est arrivé quoi? Si moi, il m'est arrivé toutes ces dingueries, lui, je veux même pas imaginer, il lui est arrivé quoi? Donc, il décide de prendre son téléphone et de l'appeler. Directement, ça fait même pas une sonnerie, directement, l'autre, il répond. Allô, allô, ouais. Donc, Ahmed, il nous dit que Mahmoud, à la base, lui, il est complètement panique pour rien, complètement peureux, complètement pas courageux, à part hier soir, parce que c'était l'argent, en fait, qui l'a tiré. Mais il dit qu'en gros, c'est sûr que lui aussi, comme il allait avec lui et qu'il a dit les mêmes choses que lui, donc c'est sûr qu'il lui est arrivé quelque chose. Donc, quand il a eu Mahmoud au bout du fil, il lui raconte, voilà, lui, ce qu'il avait vécu, Ahmed, et il lui dit, est-ce que toi aussi, t'as ressenti quelque chose ou t'as vu quelque chose, il t'est arrivé quoi? Il dit, moi, j'ai entendu des bruits graves chelous chez moi. Je pense que, voilà, c'est parce qu'on a fait les choses à la maison. Et il a dit, à peine je ferme mes yeux, je vois des trucs chelous qui me font peur et tout, je me sens pas moi-même, je me sens pas bien. Donc de là, Ahmed, il dit, il raccroche et il tombe par terre et il s'en veut parce que il dit, ouais, c'est à cause de moi que maintenant, peut-être mon pote, il risque peut-être aussi de mourir vu que lui, il panique pour rien. C'est sûr, il va faire une crise cardiaque. Donc là, Ahmed, il a des remords à mort et il se met à regarder son pote. Et il est complètement dépité et il sait pas, en fait, c'est quoi la solution là, à tout ça. Et il dit, voit le sorcier, il a l'air pensif et comme si qu'il est en train de réfléchir. Et à un moment donné, le sorcier va rompre le silence en disant, et vous n'êtes pas prêts? Bon, la seule solution pour que vous soyez débarrassé de ces, bismillah, de ces démons, c'est que vous alliez chez un imam et que je vous ramène chez un imam. Donc là, dans ma chaîne, on aura tout entendu. Ok? Là, c'est le sorcier qui propose un imam. Donc, même Ahmed, il était choqué et surpris. Il lui dit à ce point, il lui dit à ce point. Et il lui dit, ok, alors on attend quoi? On y va maintenant. Il se lève directement, que ce soit le sorcier ou bien Ahmed. Ahmed nous dit qu'il avait la sensation de la présence des choses maléfiques qu'il avait appelées autour de lui depuis qu'il était rentré chez le sorcier, aussi quand il était dans la rue, et que là, c'était vraiment plus intense, quoi. Et il voulait plus ressentir tout ça. Donc, il dit, il ouvre la porte de la pièce là où le sorcier il travaille, et il a dit, à peine il a ouvert, il a vu des ombres qui ont disparu. Comme si, en fait, ils étaient en train d'écouter depuis tout à l'heure, derrière la porte, la conversation qu'il y avait entre le sorcier et Ahmed. Et là, Ahmed, il a paniqué, mais le sorcier, il a dit, t'inquiète, il va rien t'arriver. Il faut qu'on parte. Parce que là, sinon, il va vous arriver des choses très, très graves. Parce qu'ils m'ont l'air vraiment d'être déterminés à vous faire du mal. Donc, il sort du sorcier. Et le sorcier lui dit, appelle aussi ton pote. Lui aussi, il faut qu'il vienne. Parce que vous pouvez pas, comme vous avez fait les choses à deux, il faut que vous soyez soignés, à deux. Aussi, donc, il appelle le Mahmoud. Il lui dit, on se retrouve à telle place. Et il marche et il dit sur le trajet, ils étaient à pied, c'était la nuit. Il sentait comme s'il y avait des choses qui le tiraient par derrière ses vêtements, genre pour le stopper, de pas aller genre c'est l'imam, il dit. Et il dit, il entendait des paroles. Des fois c'était compréhensible et des fois c'était dans une langue qu'il comprenait pas. Des sifflements, des rires qui étaient lointains mais en même temps c'était proche. Des sensations comme s'il y avait des choses qui le poussaient. Bref, il a dit c'était horrible. Pour arriver jusqu'à la maison de l'imam, c'était tout un périple. De là, ils se croisent avec l'autre mec avec qui ils avaient fait les choses. Et là, ils marchent un tout petit moment et ils arrivent devant la maison de l'imam. Il dit quand ils sont arrivés chez l'imam était surpris de voir avec eux le sorcier. Mais l'imam était tellement bien élevé et tellement bon cœur qu'il n'a pas dit au sorcier, ouais, toi, tu rentres pas. Il les a fait rentrer dans la pièce dans laquelle ils travaillaient quand ils devaient soigner les gens, etc. Ils rentrent là-bas. Il dit là, Ahmed, il explique toute l'histoire à l'imam. L'imam, il était choqué. Il a dit l'imam, il pensait Ahmed dans sa tête, en gros, aussi peut-être il faisait un peu de sorcellerie, qu'il faisait de la magie noire et tout. Mais le mec, il faisait rien du tout. Jamais. Il a touché à ça ou jamais truc. Le mec, il était super honnête, super pieux et il avait très peur de Dieu pour faire ça. Lui, il soignait tous les gens, au contraire, qui étaient atteints par la sorcellerie.
Donc il a dit, min bab al-insaniya, genre en gros, par humanité, par bonté, par de cœur, je vais vous aider, même si normalement je ne dois pas vous aider, j'aurais dû vous laisser, comme ça vous aurait fait une bonne leçon. Des trucs, vous pensez que c'est des jeux, il lui a dit, t'as pensé à quoi, t'as réfléchi à quoi, quand t'as ouvert un livre, il t'a fait tout un cheminement à appeler des choses comme ça, tu pensais que c'était pas réel et tout. Donc Ahmed il dit non, parce que en fait je lisais, mais au moment de lire la formule, il a dit au début, il allait se rétracter. Il avait lu comme ça, mais il n'avait pas lu genre avec de l'attention, parce que genre en gros ça te dit il faut mettre l'intention, il faut vraiment que tu montres que tu as envie. Donc la première fois il a dit quand il a lu, c'était pas avec envie. L'imam il était choqué. Et il dit, en fait, il avait même pas eu le temps de réfléchir que c'était parti, quoi. Donc l'imam, il l'a vraiment bien engueulé, vraiment, que ce soit lui et son pote. Il regardait même pas le sorcier, il était dégoûté de lui, quoi. Et les autres, ils leur mettaient dans la tronche et tout. Et quand il a fini, là, il va commencer, eh bien, à réciter du Coran pour essayer de soigner, eh bien, Ahmed et Mahmoud. De là, Capuchinette, il dit, l'imam, il est venu à côté de lui, il lui a posé la main sur la tête, il était en train de réciter, il a dit, l'imam, il avait une voix qui était, machallah, trop belle. Il récitait, et il a dit, son corps, là, Ahmed, il a commencé à vibrer, à se secouer, il a commencé à avoir chaud, il y avait une sensation bizarre, il y a une mauvaise odeur qui a embaumé toute la pièce. Et l'imam, il lâchait pas. Et il a dit, il était pas bien du tout, Ahmed. Il a dit, il entendait des voix lui dire, lève-toi tout de suite, sinon on va te tuer. Lève-toi tout de suite, sinon on va te brûler. Lève-toi tout de suite, sinon on va aller s'en prendre au bébé de ta sœur. Et il a dit, quand il entendait tout ça, il avait peur. Donc il voulait se lever. Il savait que c'était les choses, en fait, qui sûrement étaient en train de se faire brûler et qui le menaçaient. Donc il voulait se lever et partir, mais l'imam, il a dit, il était beaucoup plus grand que lui et beaucoup plus âgé, et donc il avait beaucoup plus de force. Donc il arrivait à le maîtriser, et à le maintenir, ce qui fait que en fait, il pouvait bouger ni à gauche ni à droite ni faire une virgule. Et il a dit, il avait mal. Et l'imam, il rajoute de l'intensité dans la manière de réciter. Et après, il essaye de monter ses mains pour boucher les oreilles, il fait comme ça. Et l'imam, il lui enlève et tout. Il a dit, c'était abusé. Après, il a dit, il sent des mains, voilà, qui le tiennent, mais il y a que lui qui a la sensation de cette main. Et il a même des fois l'impression de la voir, mais que les personnes autour, voilà, ils la voient pas, ils la ressentent pas et tout. Et il dit, l'imam, il lâche pas. Il a dit, il était pas bien. Il a tenu comme il pouvait, il avait mal, il n'était pas bien et bim, il s'est évanoui. Donc de là, il dit après un moment, il ne sait pas combien de temps puisqu'il était dans les vapes, il va se réveiller et de là, l'imam, il va lui dire « genre en gros, Hamdoullah, Dieu merci, c'est bon, maintenant tu es réveillé et sache que tu es guéri et que les mauvaises choses, voilà, qui palpitaient autour de toi, normalement, elles sont parties. » Donc l'imam, il s'est approché de lui. Il lui a dit, Inch'Allah, d'ici quelques temps, normalement, ça va aller. On a fait le plus gros. Tiens, bois ça. C'était un verre d'eau, il a dit, mais il était coranisé. Il a dit, il l'a bu d'un trait parce qu'il a dit, il avait une soif, une sensation de soif qu'il n'a jamais ressentie de toute sa vie. Donc, il a bu d'une traite. De là, l'imam, il se retourne vers Mahmoud, Capuchinette, et il lui dit, est-ce que toi aussi, tu vis les mêmes choses que ton pote y vit? Il lui dit non, moi tout ce qui est violence, apparition et tout ça, j'ai pas eu. Vite fait, j'ai eu des petits bruits chez moi et j'ai rêvé. Il lui dit bon, ça c'est normal et tout, mais Inch'Allah, avec le temps ça va s'arrêter. Fais ta prière, sois toujours en ablution à la lodo et surtout éloigne-toi de ça. Et il se retourne, il dit une nouvelle fois Ahmed vers lui, il lui dit tu sais, moi je serai toi, je me repentirai. Et je ferai mes prières sérieusement, je lirai mon Coran sérieusement, je resterai sur mes ablutions parce qu'il risque de venir te réattaquer parce que ce que tu as fait, c'est très grave, même si toi tu penses que c'était peut-être qu'un jeu ou que ça n'existe pas, ça existe bel et bien.
Après que l'imam il lui ait donné par la suite de l'huile coranique passée sur le corps, des crèmes et tout ça, de l'eau, et elle lui avait fait une bonne leçon, genre à savoir éloigne-toi vraiment de ce chemin, reprends-toi, fais attention à toi et tout. Ils repartent. Il dit de là, voilà, il faisait toujours des cauchemars et il en fait toujours actuellement. Il a dit il a 33 ans. Quand l'histoire s'est passée, il avait 22 ans. Il a dit qu'il est toujours malade, qu'il n'est pas marié, que toujours il voit en fait dans ses rêves une démon qui lui dit genre qu'elle est mariée avec lui. C'était genre sa punition pour ce qu'il avait fait. Son pote Mahmoud, lui, il a vécu normalement. Rien de bizarre ne lui est arrivé après ça. Il dit la pharmacienne avec le mec, ils se sont mariés. Ils ont à l'heure actuelle 2 enfants. Et c'est lui, voilà, qui maintenant vit de la merde. Et il dit en gros maintenant c'est lui qui vit toutes les choses mauvaises, tout le mal. Il dit qu'il les voit plus genre apparaître devant lui quand il est éveillé, mais c'est toujours au moment de dormir. Donc ce qui fait qu'il dit qu'il a perdu énormément de poids, qu'il a des cernes, tu les vois, t'es en panique, c'est même plus noir qu'elles sont et tout, tellement que voilà, il dort pas. Il a peur de dormir. Pourquoi il a peur de dormir? C'est simple, parce qu'il dit à peine il ferme ses yeux, il voit cette femme. Il dit même des fois il sent sa présence qui rentre dans son lit et il sent des cheveux sur lui. Il dit c'est horrible tout ce qu'il vit. Et pourquoi il veut raconter son histoire? C'est pour en gros s'il y a un garçon ou une fille qui est voilà dans une situation d'amour solo, c'est-à-dire genre qu'il n'y a que la personne qui ressent de l'amour pour une autre personne, bien de ne pas tenter à ce que la personne voilà, par laquelle tu es attiré, à l'attirer vers toi par la sorcellerie, par la magie noire, par les choses comme ça, parce qu'au final, il a dit il a rien gagné, il a tout perdu et qu'il est très malade, que ça lui engendrait même des maladies voilà, sur sa santé mentale, sur sa santé physique et tout, qu'il regrette, mais il dit que rien ne peut rattraper voilà, le passé. Il essaye au maximum, il dit, de faire des repentirs. Il croise plusieurs fois la pharmacienne, il a envie de lui parler, il se dit peut-être que en allant lui demander genre pardon, lui demander pardon, lui avouer la vérité et peut-être qu'elle lui pardonnerait, peut-être que genre Dieu il accepterait son repentir à 100% et que voilà il serait délivré, en gros on va dire des choses là, mais qu'il n'ose pas, qu'il n'arrive pas, et que aussi c'est presque impossible parce que il avait entendu dire que la pharmacienne, son mari l'avait été muté dans une autre ville et que les gens voilà du jour au lendemain ils les ont plus vus, ils ont pris voilà leurs affaires et ils sont partis voilà vivre ailleurs. Donc c'était très compliqué, c'est encore très compliqué. Il dit voilà pour lui, il dit qu'il cherche pas à ce que ceux qui écoutent l'histoire ou ceux qui vont la raconter pleurent sur son sort. Au contraire, il dit que voilà, il mérite tout ce qui lui arrive de A à Z, mais que voilà, il a fait vraiment un repentir, il fait vraiment un repentir sincère. Il veut qu'une chose, c'est que guérir et oublier et tourner définitivement et bien la page sur ce qui lui est arrivé, quoi. Mais surtout de pas tomber dans le piège facile de la sorcellerie. Il dit que c'était très facile, c'est à la portée de tous, voilà, de faire de la sorcellerie, de faire des dingueries. Mais par contre, le chemin inverse, c'est-à-dire du repentir ou soit de la guérison, c'est un chemin qui est long, qui est dur, qui est difficile. Donc voilà, il tenait à partager son expérience, à alerter, et c'est chose faite. Donc voilà, cappuccino, cappuccinette pour cette story time sorcellerie. J'ai fini cette vidéo et oh cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous avez kiffé cette histoire. J'étais trop contente lorsque je l'ai entendue, lorsque je l'ai trouvée. J'ai trouvé que c'était une histoire qui changeait un peu de d'habitude parce que souvent, voilà, on voit toujours que c'est en grande partie, en majorité,
la femme qui fait de la sorcellerie, qui va facilement vers ce cheminement-là, vers ce chemin-là. Mais là, c'était un tout autre exemple, comme quoi aussi l'homme pouvait et très facilement aussi, voilà, aller sur ce chemin-là. Donc, c'est une histoire vraiment qui choque, quoi. Et qui est pleine de ibra, c'est-à-dire qui est pleine de leçons, qui est pleine d'alertes. Et j'espère que celle-ci sera appréciée par vous, partagée et qu'elle éveillera des consciences. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, eh bien, je vous invite à m'écrire en commentaire la manière dont vous m'avez connue, c'est-à-dire par quelle histoire, c'est-à-dire si on vous a parlé de moi au travail, frères et sœurs, etc., etc. Ça m'intéresse de fou, j'aimerais trop savoir comment vous me connaissez, etc. Donc, voilà. Je vous invite aussi à me laisser un petit like, Inch'Allah, à partager cette vidéo si celle-ci vous a plu, à ne pas oublier de vous abonner et d'activer la petite cloche, à venir me suivre sur Snapchat, sur Instagram et sur TikTok. Comme je le dis toujours, je n'ai pas de Facebook et je n'ai pas de Twitter. Absolument à vous faire cette histoire, même si elle est faite de cette manière, car la semaine a été chargée et je pense que voilà, les jours à venir aussi vont beaucoup être chargés pour moi en bien, Inch'Allah, alhamdoulilah. Donc voilà, mais je ferai toujours mon maximum, même si on doit faire pendant quelques vidéos cette manière-ci, je préfère faire ça, comme ça il y a toujours le lien entre vous et moi, que de partir et de revenir je ne sais quand, quoi. Donc voilà, cappuccino, cappuccinette. En tous les cas, j'espère que vous ça va, j'espère que vous kiffez toujours autant être en ma compagnie. Moi, sachez que c'est le cas, vraiment. Voilà, je vous embrasse très fort. En tous les cas, merci pour tous vos messages, pour votre soutien, pour votre force, pour vos partages, pour vos commentaires, pour vos likes, pour tout. N'oubliez pas la deuxième partie, le conte pour enfants sort ce soir également. Donc voilà, mettez-leur aussi leur petit moment. Les mamans cappuccino, les parents cappuccino, tout simplement. Voilà, je vous love d'amour. Merci pour tout. On se retrouve, Inch'Allah, très vite pour encore plein de frissons, Inch'Allah, garanti ici sur la chaîne de Isis Cappuccino. Ciao!